Bonsoir, je ne sais pas si moi les images que je vais vous montrer seront beaucoup plus efficaces sur les jeunes enfants. Je vais essayer d'avoir la lourde charge de vous expliquer, ou de tenter de vous expliquer que les choses très compliquées ont une origine très simple, ce qui ne les rendra pas nécessairement très rassurantes, mais enfin, naïveté coupable de penser que quand on comprend mieux un problème auquel on s'attaque, c'est plus facile ensuite d'essayer de trouver des solutions. Je vais donc vous parler de l'énergie et de la manière dont cette énergie a structuré le monde qui nous entoure. Vous allez voir que dans ce que je vais essayer de vous raconter, en fait, ça va chercher, les ramifications de cette affaire vont chercher extrêmement loin. Et si j'ai pas trop mal réussi mon coup, normalement, vous devriez ressortir de cette salle, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas déjà la messe en y entrant, vous devriez ressortir de cette salle en comprenant qu'il y a un déterminant transversal qui a transcendé énormément de choses, dont les régimes politiques notamment, qui a façonné le monde dans lequel nous entourons et qui s'appelle l'énergie. J'ai une petite question avant. Qui a entendu parler du débat national sur la transition énergétique ? D'accord, donc vous êtes non représentatif. Donc vous êtes encore moins représentatif. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de faire une intervention devant une assemblée presque aussi nombreuse que la vôtre, qui était constituée d'apprentis en BEP. Je leur ai posé la même question. À votre avis, combien de mains se sont levées ? Oui, 0. Donc vous êtes tout à fait non représentatif. Quand on parle énergie dans ce pays, la première chose que les gens comprennent en général, c'est électricité. Vous savez, énergie égale des machins qui produisent de l'énergie, égale dans ce pays des centrales, parce que dans ce pays, on n'a pas de puits de pétrole, on n'a pas de puits de gaz. Voilà, donc les gens pensent électricité, tout ce qu'on a, c'est des barrages et des centrales électriques. La deuxième chose que les gens pensent éventuellement, c'est gaz, parce qu'ils reçoivent de temps en temps des factures de gaz. Ils disent, bon, gaz, voilà. C'est très rare que les gens pensent à ce qu'est l'énergie vraiment. Et l'énergie, je suis désolé pour ceux que ça barbait profondément quand ils étaient sur les bancs de l'école, l'énergie, c'est avant tout une affaire L'énergie, c'est avant tout une affaire de physique. L'énergie est quelque chose qui est utilisé par les physiciens pour barber les élèves du secondaire. Et en fait, ça a une définition très précise. L'énergie, alors d'abord, je vais vous sortir l'horrible définition, et ensuite, on va essayer de dire la même chose avec les mains. L'énergie en physique, c'est par définition la marque du changement d'état d'un système. Hein, c'est ça l'énergie en physique. C'est la marque du changement d'état d'un système. Alors, traduisons ça en français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de l'énergie intervient dès que le monde avant et le monde après sont différents. Donc, dès que vous avez quelque chose que vous êtes en train d'observer, et que ce quelque chose change, qu'il est différent entre avant et après, c'est que de l'énergie est intervenue dans l'histoire. Alors, dans la vie courante, un certain nombre de trucs, de processus, on va dire, ressemblent à ce que je viens de dire. Par exemple, une température change, de l'énergie est intervenue dans un radiateur. Par exemple, une vitesse change, en général, de l'énergie est intervenue, qu'il s'agisse de la vitesse du navire là, qui va quitter le port qui change, ou de votre voiture, ou la vitesse de l'eau dans un tuyau. Pour ça, il faut une pompe, et donc il faut de l'énergie, etc. Donc dès que vous avez une vitesse qui change quelque part, vous avez de l'énergie qui est rentrée en jeu. Dès que vous avez une forme qui change, vous avez de l'énergie qui entre en jeu, à commencer par la forme de mon bras, par exemple, quand je bouge. Et là, c'est de l'énergie que j'ai ingérée sous forme d'aliments. Donc dès que vous avez une forme qui change quelque part, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Dès que vous avez une composition chimique qui change quelque part, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Dès que vous vous baladez dans le champ gravitationnel ou que vous avez d'autres corps qui se déplacent dans d'autres champs, pas de blé, eh bien vous avez de l'énergie qui entre en jeu. C'est grâce à ça notamment que vous avez les chutes d'eau qui peuvent fournir de l'énergie qu'on récupère. Vous avez un endroit dans l'univers, pas très éloigné de chez nous, enfin à peu près 150 millions de kilomètres quand même, où vous avez en permanence un changement de composition atomique, ça s'appelle le Soleil. Le Soleil est une énorme bombe thermonucléaire qui agit en permanence et qui nous envoie des quantités considérables d'énergie qui ont permis à la vie d'exister sur Terre. Et enfin, quand vous faites interagir de la matière et du rayonnement, alors ça c'est la version sympathique qui ramène des euros chez vous, vous avez une version plus utilitaire qu'on utilise aussi fréquemment, qui s'appelle le four à micro-ondes. Dans un four à micro-ondes, vous faites interagir de la matière et du rayonnement, et ça vous réchauffe les aliments. Il vaut mieux éviter d'y mettre le chat, car vous savez qu'il n'aime pas ça. Donc d'une manière générale, utiliser de l'énergie, c'est transformer le monde qui nous entoure. Utiliser de l'énergie, c'est transformer le monde qui nous entoure.
Ça veut dire deux choses déjà, cette histoire. Ça veut dire que modifier l'environnement et utiliser de l'énergie, c'est pareil. Donc utiliser une énergie qui ne touche pas à l'environnement, c'est impossible par définition. Je dis bien, c'est impossible par définition. Utiliser de l'énergie modifie l'environnement. C'est même fait pour ça. Une autre manière de dire la même chose, c'est que l'énergie propre n'existe pas. L'énergie propre, ça n'existe pas. Une énergie, c'est par définition changer quelque chose. Être propre, c'est par définition laisser les choses dans l'état dans lequel vous les avez trouvées, en particulier les toilettes. Donc l'énergie propre, ça n'existe pas. C'est impossible. D'accord ? C'est violer le français que de parler d'énergie propre. On peut parler d'énergie moins sale qu'une autre. On peut parler d'énergie pour laquelle les avantages surpassent les inconvénients. Mais parler d'une énergie propre, c'est impossible par définition. Et très souvent, vous constaterez que les énergies dites propres, quand on discute entre nous, sont tout simplement des énergies qui sont utilisées à tellement petit niveau que leurs inconvénients, quels qu'ils soient, restent marginaux. Donc l'énergie propre, encore une fois, j'insiste, c'est quelque chose qui n'existe pas. En matière d'énergie, c'est toujours la dose qui fait le poison. Toujours. Qu'est-ce que vous entendez par propre ? Eh bien, je viens de le dire, ça n'existe pas. Ça, monsieur. Pardon ? C'est insupportable d'entendre ça, c'est du dogme. Ah bah écoutez, si vous n'aimez pas, vous êtes libre. La définition du propre, c'est insupportable. Ben, je l'ai donné, ma définition du propre. C'est les choses laissées en l'état. Maintenant, je vais vous proposer un ordre de grandeur qui vous montre à quel point l'énergie qu'on utilise a fait de nous, au sens premier du terme, des surhommes. C'est-à-dire que vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes tous puissants grâce, pas à notre propre squelette, mais aux machines utilisant de l'énergie qu'on utilise par ailleurs, à l'égal de Superman ou d'Iron Man ou de n'importe qui, man. Je vais commencer par parler de l'énergie de notre propre corps. Alors vous savez qu'une partie des gens qui viennent en Corse se livrent à ce genre d'exercice. Du reste, ce touriste est venu il y a quelques milliers d'années. Ses aventures ont été relatées dans un album célèbre. Et donc, si un touriste vient en Corse pour se balader sur le GR20 et qui fait 2 étapes du GR20 dans une journée, donc à peu près 2000 mètres de dénivelé, avec sa tente, sa nourriture et son appareil photo sur le dos, eh bien, en faisant ce genre d'effort, il va restituer avec ses jambes, évidemment, avec les bras c'est plus dur, une énergie mécanique qui est de l'ordre d'un demi-kilowattheure. Vous savez que l'énergie peut se mesurer en kilowattheure, hein, c'est l'unité d'énergie la plus fréquemment utilisée dans votre facture d'électricité est libellée en kilowattheure, votre facture de gaz est libellée en kilowattheure, votre facture d'essence pourrait l'être aussi du reste. Donc vous faites un effort de cette nature, 2 étapes du GR20 dans la journée, ce que vous faites, c'est un demi-kilowattheure, ce que vous fournissez, c'est un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Alors, admettons que j'ai quelqu'un d'assez bien entraîné, il fait sur toute l'année 2 étapes du GR20 tous les 2 jours ou tous les 3 jours, c'est pas mal, hein, donc il fait en moyenne sur l'année une étape du GR20 par jour. Eh bien, à la fin de l'année, tout ce que cet individu va être capable de me restituer, c'est de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Donc à la fin d'une année, un travailleur de force qui utilise ses jambes en permanence, prenez quelqu'un qui pédale sur un vélo toute la journée, c'est exactement pareil. Pour ceux d'entre vous qui ont eu Soleil Vert, là vous vous rappelez, au début du film, il y a quelqu'un qui fait briller une ampoule en pédalant. Soit dit en passant que les sportifs bien entraînés dans cette salle, regardent combien de temps ils arrivent à faire briller une ampoule de 100 watts en pédalant sur un vélo d'appartement, vous allez voir, c'est pas longtemps. Donc vous faites ça un jour sur 2, 100 kWh d'énergie mécanique à la fin de l'année. Si maintenant, vous n'êtes pas sur le GR20, mais vous êtes en train de faire du terrassement quelque part, et donc imaginez que sur une journée de travail, en utilisant vos bras, cette fois-ci, vous remuez 6 mètres cubes de terre, c'est-à-dire à peu près 15 tonnes, et que vous les remontez d'1 mètre, eh bien là, l'énergie mécanique que vous allez restituer avec vos bras, c'est 0,05 kWh, 10 fois moins, et si vous faites ça un jour sur 2, c'est pareil, vous allez restituer de l'ordre de 10 kWh d'énergie mécanique par an. Maintenant, je vais comparer ça avec 1 litre d'essence. Vous savez, 1 litre d'essence, un truc qui vaut horriblement cher. Du reste, quand ça vaut trop cher, il faut qu'on gueule pour que ça vaille moins cher. 1 litre d'essence, quand vous le brûlez, ça va vous restituer 10 kWh de chaleur. D'accord ? Donc l'énergie calorifique contenue dans 1 litre d'essence, c'est 10 kWh. Quand vous faites passer ça dans un moteur, évidemment, votre moteur, il n'a pas un rendement de 100%, il ne vous fournit pas 10 kWh d'énergie mécanique, une partie de la chaleur est perdue en cours de route, et vous allez récupérer à l'arrivée 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Donc je prends 1 litre d'essence, 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Donc 1 litre d'essence me fournit la même transformation de l'environnement que 10 travailleurs de force sur une journée utilisant leurs jambes, ou que 100 travailleurs de force utilisant leurs bras sur une journée. Un ridicule litre d'essence. Un ridicule litre d'essence
10 travailleurs de force sur une journée avec leurs jambes, 100 avec leurs bras. 1 ridicule litre d'essence. Maintenant, on va parler un peu argent. Imaginons que mon travailleur de force, donc vous avez peut-être lu Obélix et compagnie, hein, donc je me mets à payer Obélix, et je paye Obélix au SMIC parce que je n'ai pas le droit de faire moins. Donc, si je paye Obélix au SMIC, eh bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines d'euros. C'est-à-dire que 100 kilowattheures d'énergie mécanique sur une année, une personne au SMIC, c'est à peu près 20 000 euros charges comprises par an, eh bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique 200 euros. Si maintenant Obélix fait des trous dans la terre, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique 2000 euros. 2000 euros. Un mois de salaire, 1 kilowattheure d'énergie mécanique si j'utilise mes bras. 1. En face de ça, la machine fonctionnant au pétrole, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un tractopelle ou d'un ferry, va me fournir de l'énergie mécanique à quelques dizaines de centimes le kilowattheure, si je ne compte pas le prix de la machine. C'est-à-dire que la modification de l'environnement me coûte 500 fois moins cher à 5000 fois moins cher si j'utilise des machines alimentées au pétrole, au gaz, au charbon ou plus marginalement à l'électricité que si j'utilise de la force musculaire. 500 à 5000 fois plus avec la même quantité d'argent. La hausse de la productivité du travail, elle est là. La mondialisation, elle est là. Le transport pour tous, il est là. Votre pouvoir d'achat, il est là. L'étalement urbain, il est là. Le temps libre pour tous, il est là. Les études longues sont là. Les retraites sont là. Les 35 heures sont là. Tout est là. Tout est là. Mère Nature nous a fourni, gratuitement, parce qu'on n'a jamais payé ça, le résultat d'une épargne accumulée sur quelques centaines de millions d'années, qui s'appelle les combustibles fossiles, et qu'en déstockant en quelques siècles, on va utiliser pour avoir l'équivalent d'une armée d'esclaves chacun, nous permettant de vivre comme nous vivons, et d'avoir du temps libre pour discuter entre nous, ce qui est une activité extrêmement sympathique, plutôt que d'avoir le dos courbé par terre à faire pousser des patates, ou à ramasser des châtaignes. C'est à peu près pareil. Voilà maintenant comment a évolué cette énergie merveilleuse qui nous permet aujourd'hui d'avoir cet exosquelette surpuissant. Vous avez ici un graphique qui vous donne la quantité d'énergie utilisée par personne et par an. C'est gradué en kilowattheures, et c'est quelque chose qui démarre au milieu, non pas du siècle dernier, mais du siècle d'encore avant, donc en 1860. Donc c'est le nombre de kilowattheures que chaque individu utilise par an en moyenne planétaire. En moyenne planétaire. Alors vous voyez, il y a un siècle et demi, les gens utilisent à peu près 1500 kilowattheures par an, et c'est à peu près à parité, le monde était parfaitement paritaire à l'époque, du charbon et du bois. À quoi ça sert? À faire de la chaleur. À quoi sert cette chaleur? Pour l'essentiel à du chauffage, c'est des poêles. Un petit peu à de la métallurgie, c'est les débuts de la métallurgie. Un petit peu à faire avancer des machines à vapeur mobiles, des bateaux, des trains, ou fixes. Par exemple, notamment les pompes pour vider l'eau dans les mines pour extraire encore plus de charbon. Et puis vous voyez avec le temps, le bois continue à être une énergie utilisée par les hommes, mais le charbon augmente, et depuis un siècle, la quantité de charbon consommée par personne n'a jamais diminué, ce qui veut dire qu'avec la croissance démographique, le charbon n'a jamais été autant utilisé qu'aujourd'hui. Question pourquoi? Réponse, parce que l'essentiel du charbon extrait sur Terre sert à faire tourner des centrales électriques. Et l'électricité, on n'en a jamais utilisé autant qu'aujourd'hui, et vous verrez après qu'une bonne partie est faite au charbon. Ce que vous voyez après, c'est que le pétrole vient se rajouter au charbon, il ne le remplace pas du tout. Le pétrole est par excellence l'énergie de la mobilité, puis le gaz vient se rajouter au pétrole et au charbon, puis l'hydroélectricité et le nucléaire viennent se rajouter aux trois précédentes, et enfin vous voyez tout en haut ici, en bleu foncé là, ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables. Donc ici, vous avez l'agrégat de l'éolien, du photovoltaïque, des agrocarburants, du biogaz, de la géothermie, de l'énergie des marées, de l'énergie des vagues, et j'espère ne rien oublier. Si, le biogaz, pardon. Tout ça est agrégé en haut. Là. Alors vous voyez qu'un des débats qu'on va évidemment avoir, c'est est-ce que ce petit machin-là, qui est à peine visible, est susceptible en l'espace de 20, 30 ou 40 ans de remplacer tout ce que vous avez en dessous en conservant 20 000 kWh par personne et par an, c'est-à-dire l'équivalent de quelques centaines d'esclaves par personne. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique également, c'est que la quantité totale d'énergie utilisée par personne a très fortement augmenté entre la fin du siècle dernier et les chocs pétroliers. Ça augmentait de plus de 2% par an. Et depuis les chocs pétroliers,
ça augmente beaucoup plus doucement. Et en fait, cette augmentation, elle est essentiellement concentrée dans les dernières années. Et en fait, c'est pour l'essentiel le charbon en Chine. Dit autrement, si je retire à la consommation d'énergie des 10 dernières années le surplus de charbon consommé par les Chinois, la courbe devient plate sur les 35 dernières années. Et en particulier en Occident, et en particulier en France, la quantité d'énergie disponible par personne n'a quasiment pas augmenté depuis les chocs pétroliers et elle a commencé à baisser dans tous les pays occidentaux. Elle a commencé à baisser en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Grèce, aux États-Unis, au Japon, malgré les gaz, enfin aux États-Unis malgré les gaz de schiste, etc. Dans tous ces pays occidentaux, la quantité d'énergie par personne a commencé à baisser. On y reviendra après, c'est essentiellement le contre-coup de ce qui s'est passé sur le pétrole en 2005. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la moyenne planétaire, c'est que chaque terrien consomme de l'ordre de 20 000 kWh par an. Si je ramène ça en organisme humain, ça veut dire que si on n'avait pas les machines alimentées à l'énergie, on devrait avoir chacun, en moyenne, 200 esclaves en train de pédaler toute la journée pour nous fournir l'énergie qui font avancer nos voitures, qui font tourner nos machines à laver, qui font fonctionner nos frigos, qui nous amènent l'eau potable, etc. Et si je prends la Corse, par exemple, en fait, comme en Occident, on n'est pas à 20 000, on est plutôt à 50 000. Hein, donc, un Français dispose de l'équivalent de 500 organismes humains à travers sa consommation d'énergie. Eh bien, pour la Corse, vous faites facilement la multiplication, 300 000 habitants fois 500, ça vous fait 150 millions d'individus. Il faudrait donc 2 à 3 fois la France, en train de pédaler en permanence, avec un gros câble vous reliant au continent, pour permettre aux Corses de vivre comme ils vivent aujourd'hui s'il n'y avait pas les énergies fossiles. Oh, ça serait peut-être une vision sympa pour vous, ça, j'en sais rien. Mais voilà la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Hein. On vit tous, beaucoup mieux que des nobles du Moyen-Âge. On vit plus longtemps, on a beaucoup plus de services, on vit en meilleure santé, on a une vie dans laquelle on fait moins d'efforts physiques, et on a considérablement plus de biens et de services à notre disposition. Nous vivons tous comme des nababs, aujourd'hui. Nous vivons tous comme des nababs. Et ce qui est politiquement indicible dans cette affaire, donc je prends des gros risques en disant ça, c'est que malheureusement, au regard du problème que je vais vous évoquer maintenant, même le mode de vie d'un smicard n'est physiquement pas durable. C'est ça la vérité politiquement indicible dans cette affaire. C'est que même le smicard a aujourd'hui une consommation physique, en termes physiques, hein, et donc notamment une consommation énergétique, qui n'est pas durable au sens où elle ne peut pas être soutenue dans la durée. On ne peut pas avoir ne serait-ce que 2 milliards d'Occidentaux, même ça, qui continuent comme aujourd'hui ad vitam aeternam. Même ça, c'est pas possible. Alors vous comprenez, une fois que je vous ai dit ça, que ça pose des problèmes intéressants. Des problèmes intéressants, par définition, c'est intéressant. Vous avez ici, on va passer à la France maintenant. Alors vous avez, ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire. Alors, pourquoi est-ce que de temps en temps, en ce qui concerne l'énergie, on parle de primaire et de finale? C'est pas parce qu'il y a une énergie masculine, primaire, et une énergie raffinée féminine, finale. Non, c'est pas du tout ça. Il y a, en ce qui concerne l'énergie, une grande loi de la physique qui s'appelle la loi de conservation de l'énergie. Et cette loi, elle dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, vous ne pouvez ni créer ni détruire de l'énergie. L'énergie est un truc qui ne peut pas se détruire ni se créer dans un système coupé de l'extérieur. Ça veut dire que l'humanité ne peut rien faire d'autre quand elle utilise de l'énergie, comme elle ne peut pas la créer en son sein, elle ne peut rien faire d'autre que d'aller la chercher à l'extérieur. Tout ce qu'on appelle la consommation d'énergie des hommes, en fait, c'est de l'énergie préexistante dans l'environnement que nous allons chercher pour l'utiliser à notre profit. Donc c'est des choses qui brûlent, charbon, pétrole, gaz, bois. C'est de l'eau qui tombe parce qu'elle a été mise en mouvement par les forces du climat. C'est du vent qui souffle parce qu'il a été mis en mouvement par les forces du climat. C'est des noyaux qui se cassent en deux, les noyaux d'uranium, que la génération d'étoiles qui précède le Soleil a forgé et puis a mis dans la Terre, etc., etc. Donc tout ça, ça s'appelle des énergies primaires. C'est tel qu'on les trouve dans la nature. Dans la nature, on ne trouve pas, parce que pour le moment, on ne sait pas bien utiliser les éclairs d'orage pour faire directement avant tourner les lave-linges, on ne trouve pas d'électricité. L'électricité, il faut la faire avec une énergie primaire. Alors on peut la faire avec de la chaleur, charbon et gaz, on peut la faire avec des chutes d'eau, hydroélectricité, on peut la faire avec des noyaux qui se cassent en deux, l'uranium, on peut la faire avec du vent, on peut la faire avec du rayonnement solaire. Il faut la faire avec une énergie qui existe déjà dans la nature. On ne peut pas la faire, on ne la trouve pas telle que dans la nature. Et soit dit en passant, on ne trouve pas plus l'hydrogène, ni l'air comprimé. Donc là, vous avez la consommation d'énergie primaire, c'est ce qu'on va extraire de l'environnement.
Ici, vous avez un autre paysage, c'est ce qu'on appelle la consommation d'énergie finale. Alors l'énergie finale, c'est celle qui rentre dans une machine qui utilise de l'énergie. Donc c'est soit celle que vous avez chez vous, vos frigos, vos lave-linges, vos lave-vaisselle, etc., vos radiateurs, soit celle que vous avez dans une usine, une machine à tréfiler, soit celle que vous avez sur un chantier, soit celle qui se déplace, le navire qui est à côté, etc. Donc les machines qu'on a mises à notre service utilisent des énergies finales. Ces énergies finales, c'est des énergies primaires passées à travers le système énergétique. D'accord ? Et le système énergétique nous transforme le pétrole en carburant raffiné, le gaz en gaz de réseau, on a viré tout un tas de saloperies, etc., nous transforme de l'uranium en électricité, ou des chutes d'eau en électricité, ou du gaz en électricité. Et nous, on va utiliser ce qu'on appelle de l'énergie finale, de l'électricité, du gaz purifié, des combustibles, etc. Vous avez ici la consommation d'énergie finale de la France, détaillée par secteur et par type d'énergie finale. Vous avez sûrement déjà lu dans le journal, même Corse, j'imagine, que la France était un pays tout nucléaire. Tout ce qui est maintenant cerclé en bleu, c'est de l'énergie finale qui vient des hydrocarbures. Pétrole, gaz et charbon, essentiellement pétrole et gaz. Alors maintenant, je vous repose la question, est-ce que la France est un pays tout nucléaire ? Ça doit pouvoir se discuter. Ça doit pouvoir se discuter. Vous avez probablement aussi souvent lu qu'en ce qui concernait l'électricité, on avait le chauffage électrique qui était une hérésie. Alors voilà ce que représente le chauffage électrique dans les usages de l'électricité. Ça et ça, c'est pas du chauffage. Ce qui a le plus augmenté sur les 30 dernières années, ce n'est pas du tout le chauffage. La consommation électrique pour le chauffage est à peu près stable sur les 30 dernières années. Par contre, ce qui a très fortement augmenté, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique, c'est-à-dire celle qui alimente toutes les machines qui font notre quotidien, les frigos, les lave-linges, etc., et ce genre de bestioles. Il faut savoir que télévision, ordinateur, box, etc., à la fois dans les bâtiments résidentiels, ceux qu'on habite, et les bâtiments tertiaires, ceux où on travaille, ça fait à peu près 30% de l'électricité spécifique aujourd'hui. Donc l'essentiel de l'augmentation de la consommation électrique en France, c'est le fait de tout ce qui n'est pas chauffage et eau chaude. L'essentiel. Maintenant, on va parler de la Corse. Alors ça, le titre, vous le connaissiez déjà, que la Corse n'est pas la France métropolitaine, ça vous le savez. Vous avez ici la consommation d'énergie primaire en Corse, tirée d'un excellent document qui s'appelle le SRCAE. Ça, c'est les hydrocarbures. Donc vous voyez qu'à la différence du monde dans son ensemble, où pétrole et gaz représentent à peu près 65%, en Corse, on est plutôt à 85%, et si je prends le pétrole seul, on est à peu de choses près à 75%, alors que pour le monde dans son ensemble, on est aujourd'hui à 35%. Donc la Corse est considérablement plus dépendante du pétrole que le monde dans son ensemble. Considérablement plus. Considérablement plus. Après, je vous raconterai des choses sur les pays européens qui sont vachement dépendants du pétrole, qui s'appellent la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Voilà, ça va sûrement vous évoquer des tas de trucs sympathiques. Non, il y a un lien, je vous assure. Je vous disais tout à l'heure, l'électricité est une énergie finale. Donc l'électricité sort de dispositifs de production d'électricité dans lesquels vous devez, à cause de la loi de conservation de l'énergie, rentrer autre chose comme énergie pour sortir de l'électricité. Qu'est-ce qu'on rentre dans les centrales pour sortir de l'électricité ? Eh bien, vous avez ici deux barres qui vous représentent la production mondiale d'électricité juste avant les chocs pétroliers et il y a quelques années. L'échelle verticale est graduée en milliards de kilowattheures. D'accord ? Donc ici, vous êtes à 2000 milliards de kilowattheures, 6000 milliards de kilowattheures, 20 000 milliards de kilowattheures. La France produit et donc consomme aujourd'hui à peu près 500 milliards de kilowattheures, un peu plus. Le monde dans son ensemble, en 1945, en consommait 600. Le monde dans son ensemble, en 1945, consommait autant d'électricité en ordre de grandeur que la France aujourd'hui. Donc l'électricité est une énergie de la deuxième moitié du XXe siècle. Avant, ça n'existait pas. Ce que vous voyez également, alors par ailleurs, l'essentiel de la production électrique dans le monde se fait avec des grosses bouilloires. C'est quoi le principe ? Vous faites chauffer de l'eau avec n'importe quoi qui vous tombe sous la main, du charbon, du gaz, éventuellement du pétrole, comme en Corse, ou de l'uranium, avec lequel vous faites de la chaleur. Et cette eau, vous la mettez à haute température, sous haute pression, et avec, vous attaquez une turbine, c'est-à-dire une machine tournante qui va vous produire, comme l'alternateur de votre voiture, l'alternateur de votre voiture, qui va vous produire du courant. C'est exactement le même principe. Avant les chocs pétroliers, les 3/4 de la production électrique dans le monde étaient faits avec des combustibles fossiles. Aujourd'hui, les 2/3 sont faits avec des combustibles fossiles.
Contrairement à l'idée qu'on se fait souvent en France métropolitaine, peut-être qu'ici c'est un peu moins vrai à cause du pétrole utilisé dans la production électrique, l'essentiel de l'électricité faite dans le monde n'est pas du tout nucléaire, et l'essentiel de l'accroissement de capacité qu'on a eu depuis les chocs pétroliers n'est pas du tout non plus nucléaire, il est charbon. Il faut savoir qu'actuellement, on installe dans le monde à peu près l'équivalent d'un réacteur nucléaire au charbon toutes les semaines. Aujourd'hui, à peu près 1 gigawatt au charbon est installé toutes les semaines en capacité électrique dans le monde, dont une bonne partie en Chine. Donc l'essentiel de la production électrique dans le monde, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas du tout du nucléaire ou de l'hydroélectricité que vous avez là-haut, c'est des combustibles fossiles, et en tête, le charbon. Alors, cette énergie abondante, elle a considérablement déplacé la structure de l'emploi, et là, on va commencer à tomber sur les problèmes sociaux qui ont été évoqués tout à l'heure, ou plus exactement, les défis sociaux qui ont été évoqués tout à l'heure, parce que ce qui a été fait dans un sens va devoir être partiellement fait dans l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé sur le front de l'emploi? Alors, vous voyez, ici, vous avez l'emploi en France depuis 2 siècles. Il y a 2 siècles, le Français ordinaire est un agriculteur. Du reste, c'est tout à fait vrai ici aussi. Donc, le Français ordinaire est un agriculteur. Et comme les 2 tiers de la population active, c'est des agriculteurs, ça veut dire en d'autres termes que l'agriculteur de l'époque, il est capable de se nourrir lui, plus la moitié d'un actif qui fait autre chose. D'accord? Donc la productivité d'un agriculteur à l'époque, c'est je suis capable de me nourrir moi, plus 0,5 personnes qui fait autre chose. L'énergie va permettre d'alimenter un nombre croissant de machines. Alors ces machines, au début, elles ne sont pas dans les champs. Ces machines sont dans des usines et elles vont servir à faire des outils agricoles de plus en plus efficaces qui vont permettre une première augmentation de la productivité de l'agriculture. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il y avait déjà aux États-Unis des moissonneuses-batteuses, non pas tirées par des tracteurs, mais tirées par des chevaux. Donc vous aviez des engins qui étaient tirés par des dizaines de chevaux, mais qui sortaient déjà de l'industrie de l'époque. Il y avait déjà dedans plein de bois, plein de ferraille, plein de etc. Et ça permettait déjà de remplacer le travail d'une quantité extrêmement significative d'agriculteurs qui n'avaient plus besoin d'être là. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, ce que vous voyez ici, on a mis directement les machines dans les champs, ça s'appelle des tracteurs. Il faut savoir qu'un tracteur qui a une puissance de 100 chevaux vous remplace vraiment 100 chevaux, c'est-à-dire qu'il vous remplace à peu près 1000 paires de jambes. Donc vous donnez 1000 paires de jambes sous forme d'un tracteur à un agriculteur, et à ce moment, vous pouvez en virer 999 qui peuvent aller faire autre chose. Alors que font les gens à ce moment-là? Eh bien, il y a plein d'autres ressources naturelles à exploiter que la photosynthèse. Un champ, c'est quoi? C'est l'exploitation de la photosynthèse. C'est une exploitation dirigée de la photosynthèse. Donc à l'époque, vous avez plein d'autres ressources à exploiter. Vous pouvez aller exploiter des mines d'amiante au Cap Corse, vous pouvez aller exploiter des carrières de granit, vous pouvez aller exploiter des carrières de calcaire, vous pouvez aller exploiter des mines de ceci et cela. Et puis après, vous pouvez mettre les gens dans des usines où ils vont transformer, toujours avec des machines et de l'énergie, ces matériaux pour faire des petites cuillères, des lunettes et puis un jour des trucs aussi essentiels que des iPhones. Donc c'est la montée de la population industrielle, et à sa suite des services, qui sont les gens qui vendent, qui administrent, éventuellement qui financent, etc. Arrivent les chocs pétroliers. Qu'est-ce qui se passe au moment des chocs pétroliers? Je vous l'ai montré tout à l'heure, la quantité d'énergie disponible par personne cesse de croître. Du coup, le flux productif par personne, le flux industriel, le flux de matière, le flux d'objets, cesse de croître à la même vitesse qu'avant, il se met à croître beaucoup moins vite, et il se met à croître moins vite que les gains de productivité qui découlent de l'expérience. Et à ce moment, on commence à virer des gens de l'industrie. Enfin, ou plus exactement, à ne plus en embaucher. Ça s'est passé exactement de la même manière dans tous les pays occidentaux. Donc n'allez pas incriminer le responsable politique de l'époque, ça s'est passé exactement de la même manière dans tous les pays occidentaux. Les services continuent à monter parce que même si le nombre de gens dans l'industrie baisse, la quantité globale d'objets, elle, continue d'augmenter, et donc il faut avoir toujours de plus en plus de monde pour administrer, gérer, vendre, financer, etc. Mais, vous voyez à cette époque, apparaître une catégorie de gens qui n'ont plus rien à faire, parce que déjà, le monde commence à être un tout petit peu étroit pour le nombre de gens qui voudraient travailler et manipuler plein de ressources par personne, apparition du chômage structurel. Avant les chocs pétroliers, le chômage structurel n'existait pas. Vous aviez des épisodes conjoncturels de chômage à raison des crises économiques, une tous les 50 ans, sinon le chômage, ça n'existait pas. Du reste, il y a un siècle, il fallait passer des lois pour empêcher femmes et enfants de travailler 15 heures par jour à l'usine. Donc le chômage structurel, c'est de l'apparition. Son apparition date des chocs pétroliers, c'est-à-dire du moment où la consommation d'énergie par personne s'est arrêtée de croître. Donc le défi énergétique, il est déjà là. Il a commencé il y a 35 ans. Il est déjà là, il a commencé il y a 35 ans.
Sauf qu'on ne le voit pas comme ça. On le voit comme l'incurie de je ne sais pas qui, faisant je ne sais pas quoi dans le monde. Non, non, il a démarré à cause de l'énergie. Alors ça, c'est une vision dynamique que je vous ai donnée pour la France. Maintenant, je vais vous donner une vision statique pour le monde qui va vous dire à peu près la même chose. Ici, vous avez un graphique très compliqué où chaque point bleu représente un pays dans le monde. Et pour ce pays dans le monde, l'axe horizontal vous donne la quantité d'énergie consommée par personne et l'axe vertical vous donne la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Ce que vous voyez de manière absolument spectaculaire, c'est que si je prends ma photo en 2004, plus un pays a d'énergie par personne, moins il a d'agriculteurs. Vous le voyez de manière absolument spectaculaire. Donc tout à l'heure, je vous ai donné la vision dynamique, là je vous donne la vision statique. L'autre chose que je vous ai montré tout à l'heure, de manière dynamique, c'est que vous voyez que la civilisation des services, contrairement à une idée couramment répandue, n'est pas une civilisation dématérialisée, c'est l'aboutissement ultime de la matérialité. On a tellement d'énergie alimentant tellement de machines qu'on a besoin de mettre tout le monde dans les services pour administrer, vendre, gérer et organiser tout ce bazar. Une civilisation des services, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, est une civilisation énergivore. Regardez autour de vous dans le monde, là où vous avez des armées d'employés de bureau dans des immeubles, c'est là où vous avez des consommations d'énergie par personne extrêmement élevées. Et pas du tout l'inverse. Donc l'idée qu'on va mettre tout le monde dans un bureau avec le pli du pantalon impeccable dans une société sobre en énergie est quelque chose qui me paraît pas du tout juste. C'est l'exact inverse qui va se passer, à mon avis. Dans une société sobre en énergie, on va se remettre à transpirer, réaugmenter le travail manuel et, soit dit en passant, baisser la rémunération du travail. A priori, c'est comme ça que les choses vont se passer. Alors, voilà l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure en dynamique, cette fois en statique. Alors là, à nouveau, chaque point bleu représente un pays dans le monde. L'axe des abscisses vous représente la fraction de la population active dans les services, les fameux services. L'axe vertical vous représente les émissions de CO2 en tonnes par personne et par an. Dit autrement, c'est la consommation agrégée de combustibles fossiles par personne et par an. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que plus il y a de gens dans les services, et en tendance, plus il y a d'émissions de CO2 par personne élevées. Contrairement à l'idée qu'on se fait souvent, si on avait moins de CO2 par personne, donc moins de combustibles fossiles par personne en augmentant les services, le nuage de points, il devrait s'organiser comme ça. Je devrais avoir un nuage de points là, qui me fasse un truc très, très gentiment déclinant. Plus j'ai de personnes dans les services, moins j'ai de CO2 par personne, ou moins j'ai d'énergie fossile par personne. Ce qu'on voit, c'est l'exact inverse. Donc, de là, je vous propose une première conclusion, qui est que dans un monde sobre en énergie, on aura besoin de moins de gens dans les bureaux. Et pas de plus. Ce qui pose évidemment un défi en termes de à quoi je forme les gens aujourd'hui. Est-ce que je les envoie à la fac pour faire 4 ans d'études, en se disant que derrière, ils vont traiter de la paperasse, ou est-ce qu'en faisant ça, je vais juste former des futurs chômeurs? L'énergie nous a donné le déplacement. Alors ici, vous avez oublié les unités, peu importe. C'est la quantité d'énergie consommée par personne et par kilomètre en fonction du mode de transport utilisé. D'accord? Donc vous faites 1 kilomètre selon le mode de transport utilisé, vous avez la consommation d'énergie, c'est des grammes équivalent pétrole, mais peu importe. Ce que vous voyez, c'est que le sens de l'histoire nous entraîne vers la droite. D'abord, on a marché, puis on a pédalé, puis on a pris le train, puis on a pris le bus, puis on a pris la voiture, puis on a pris l'avion. Et bien, à chaque fois, on a augmenté la quantité d'énergie consommée par personne pour faire 1 kilomètre. À chaque fois. D'accord ? Tout ce temps-là, on a fait du progrès technique. Tout ce temps-là. Donc l'idée que le progrès technique nous permet d'être plus sobre et plus efficace, c'est bullshit. C'est l'exact inverse pour le moment. Dans le monde infini, le progrès technique nous permet de consommer plus vite. Il ne permet pas de consommer mieux. Enfin, il ne permet pas de consommer moins. Mieux, on peut discuter. Moins, sûrement pas. Question, quand on va refaire le chemin dans l'autre sens, quid des voies de communication qu'on a construites, quid des infrastructures urbaines que nous avons construites, quid de l'emplacement des gens de là où ils travaillent, de là où ils vivent, etc., etc. Et la traduction de ce que je viens de vous donner, à la fois sur les déplacements et sur la structure de l'emploi, vous l'avez ici. Vous avez 2 cartes de la France, alors ça ne se voit pas bien, mais quand même, vous verrez l'essentiel. À gauche, avant-guerre, à droite aujourd'hui, enfin, à quelques années près. La population s'est déplacée des campagnes vers les villes. Vous voyez que les villes ont considérablement grossi. Les campagnes se sont vidées. Et les villes se sont étalées parce que l'énergie abondante permet de conserver un tissu d'échange. C'est à ça que servent les villes, c'est à faire des échanges.
Donc ça permet de conserver un tissu d'échange avec les gens habitant chacun dans leur maison éloignée, parce que grâce à la voiture, on conserve des temps d'échange qui sont les mêmes que quand on marchait à pied dans des villes denses. C'est la raison pour laquelle les cœurs de ville historiques sont tous denses, parce qu'à l'époque, on n'avait que sa paire de jambes pour faire des échanges efficaces. C'était ça qui était l'urbanisme pertinent. Et depuis qu'on a des bagnoles, on fait de l'urbanisme étalé. Dans les pays qui ont démarré la construction de leurs villes avec des voitures, les États-Unis, l'Australie, etc., les villes, c'est des banlieues. Si vous allez à Los Angeles et que vous demandez où est le centre, vous faites rire tout le monde. Pas de centre. Vous avez un vague downtown qui sont 3 tours de... le centre, la notion de centre n'existe pas. Cette énergie à profusion, elle nous a permis de transformer la matière, plein de matières, matériaux de carrière, etc., et ça nous a donné ça. Alors ici, vous avez une maison américaine où les habitants ont sorti de la maison tout ce qui a été fabriqué avec du pétrole. Ben, c'est bien simple, ils ont transformé leur maison en salle de bal. Plus rien dedans. Tous les objets que vous avez dans cette pièce, il n'y en a pas un qui ne contienne pas un dérivé du pétrole. Pas un. Vos habits, les chaises, vêtements, cet ordinateur, ça, vous avez un bout de plastique ou de fibre synthétique dans tous ces trucs-là. Hein. Vous n'avez pas un objet aujourd'hui qui échappe au pétrole dans ces processus de fabrication. Alors une fois que je vous ai raconté tout ça, je vais vous parler un peu d'économie. Voici l'économie telle que les doctes personnes invitées au journal télévisé vous en parlent, ou la manière dont les responsables politiques, pardon pour ceux qui sont ici, vous en parlent le plus souvent. C'est l'économie que vous avez apprise à l'école, c'est l'économie qui est maniée par Super Mario, c'est Mario Draghi, hein, vous savez, le patron de la Banque Centrale Européenne. C'est pas celui qui mange des champignons. Enfin, remarquez peut-être aussi, j'en sais rien. Donc, vous avez ici la manière dont on voit classiquement le système productif. Alors, comment est-ce qu'on voit classiquement le système productif? Pour que vous ayez une production, le fameux PIB, il faut que vous ayez des investissements, c'est-à-dire du capital, et il faut que vous ayez des gens en train de travailler. Travail. Vous avez du travail, vous avez du capital, vous avez une production, c'est ce que vous avez appris à l'école. Si la production flagadouille, hein, le PIB se bat de l'aile, et il n'est pas suffisant pour payer les chômeurs, les retraites et les services culturels, eh bien, on augmente les investissements, on fait crédit, on baisse le coût du travail, ou on forme les gens, ou je ne sais pas quoi, vous aurez plus de travail, vous aurez plus de capital, et crac, la production repart de l'avant. Alors en fait, c'est exactement la recette qu'on a utilisée depuis 40 ans, avec des fortunes diverses, puisque vous voyez que de temps en temps, le PIB ne repart pas du tout, et il a même tendance à repartir de moins en moins fort à mesure que le temps passe, alors qu'il n'y a jamais eu autant de capital qu'aujourd'hui. L'Allemagne emprunte à taux négatif, déduction faite de l'inflation. Il n'y a jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui, il y a 10% de chômage structurel, donc il y a plein de gens qui n'ont rien à faire, et pourtant, le PIB ne repart pas. C'est bien la preuve que, en fait, c'est probablement pas ça la bonne vision de l'économie. Notre système productif, c'est rien d'autre qu'une énorme machine à transformer des ressources naturelles. Je vous ai dit, il n'y a pas dans cette salle un objet qui ne contient pas un dérivé du pétrole. En fait, il n'y a pas dans cette salle un objet qui n'ait pas été formé à partir de ressources naturelles. Ces ressources naturelles sont gratuites. On les a trouvées en entrant. On les a trouvées en entrant quand l'homme est apparu sur Terre. Et on les a trouvées en entrant. Dans ma vision à moi du monde, elles se sont formées avec 15 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, qui ont fait la première génération d'étoiles, tous les éléments du tableau de Mendeleïev, une deuxième génération d'étoiles, des planètes dans lesquelles on avait des minerais, etc. Ça a formé la vie, a fait le charbon, etc. Et tout ça, on arrive, nous, sur cette planète, il y a du cuivre, il y a du fer, il y a de l'aluminium, il y a des diamants, il y a du pétrole, tout ça gratos. Il y a un système climatique, il y a un océan, il y a des montagnes, il y a le Monte Cinto, tout ça gratos. Gratuit. On n'a rien payé pour ça. Et ce que va faire notre activité économique, c'est de prendre ces ressources, éventuellement en payant la personne qui a la bonne idée d'être assise dessus au moment où on en a besoin, mais ce n'est pas payer la ressource, ça, c'est payer le propriétaire du moment. Hein, l'argent ne paye que des hommes. L'argent ne paye pas les ressources. L'argent ne paye que des hommes. Donc vous prenez les ressources et vous les transformez avec notre travail, notre ingéniosité, et vous allez en faire quelque chose, des paires de lunettes, des chemises ou des iPhone 5. Le capital dans cette histoire, c'est juste des ressources et du travail passé. Si je prends cet immeuble, qui est un élément de capital, hein, il est inscrit dans le patrimoine de quelqu'un, eh bien, c'est des ressources et du travail passé. Si je prends la caméra qui me filme et qui est du capital, c'est des ressources et du travail passé. Si je prends votre voiture, qui est du capital, c'est des ressources et du travail passé. Donc, le capital, c'est une boucle interne au système, c'est pas un truc qui vient de Mars, et les seuls intrants véritables de notre système productif, c'est la force de travail, et les ressources. Et en fait, la force de travail, elle est amenée pour 1 par nous et pour 200 par les machines qu'on pilote. Donc le monde que nous avons créé aujourd'hui, le PIB que nous avons créé aujourd'hui, c'est des ressources qu'on ne paye pas, transformées par de l'énergie fossile qu'on ne paye pas pour obtenir un PIB dont on profite.
Voilà, c'est ça le système économique aujourd'hui. Alors ce que vous comprenez, et les seules choses qu'on regarde, c'est des trucs qui sont devenus insignifiants ou de moins en moins signifiants. C'est-à-dire qu'on regarde, nous, alors qu'on est en surnombre, 10% de chômeurs, le capital, alors qu'il y en a trop. Le travail intellectuel, il sert à piloter le flux d'énergie, mais il ne le remplace pas. Le travail intellectuel ne permet pas de déplacer la pierre dans la carrière. Il permet d'organiser plus intelligemment le déplacement de la pierre, mais il ne remplace pas le déplacement de la pierre. Pour ça, il faut de l'énergie. Pour faire avancer le camion, ce n'est pas du travail intellectuel, c'est de l'énergie. Alors le travail intellectuel permet d'organiser le déplacement, mais il ne permet pas de remplacer l'énergie qui permet au camion d'avancer. Si vous avez dans cette illustration l'énergie qui ne croît plus assez vite, voire qui se met à décroître, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, vous allez avoir votre PIB qui va ne plus croître assez vite ou décroître. Et je vais vous montrer après que c'est exactement comme ça que le système s'organise. Si vous avez par ailleurs un sujet sur la ressource, quelle qu'elle soit, transformée par l'énergie, vous aurez aussi un sujet sur le PIB. Alors prenons justement l'exemple de la carrière, que j'illustrais tout à l'heure. Vous avez besoin de capital, c'est-à-dire d'outillage de carrière, hein, vous savez, des concasseurs, des tapis roulants, des machins, des baramines, etc. Vous avez besoin de gens qui travaillent dans la carrière, mais si ces gens n'ont pas d'électricité et pas de fuel, la production de la carrière, aujourd'hui, est, enfin, pas zéro, mais enfin, ils vont sortir 3 cailloux à l'heure, ça ne va pas aller très vite. Si vous avez du capital, des gens pour travailler, de l'électricité, du fuel et plus de pierres à extraire, eh bien, le chiffre d'affaires de votre carrière est aussi rigoureusement nul. Et, je le répète, les deux seules choses que nous comptons pour zéro dans le système économique classique, c'est la formation des pierres de carrière et la formation de l'énergie qui permet de les extraire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de temps en temps, vous voyez quelqu'un vous dire « on ne voit pas venir les crises ». Bah, évidemment qu'on ne les voit pas venir, on ne regarde pas au bon endroit. C'est normal qu'on ne les voit pas venir. L'économie classique ne permet pas de voir venir les crises, elle ne permettra pas de voir venir les crises. Pourtant, des crises, il va y en avoir. L'économie classique ne vous dira pas quand ça arrive. L'énergie, oui. L'économie classique, non. Voilà ce qu'on s'attend logiquement à trouver, et voilà ce qu'on trouve quand on a une économie qui est pilotée par l'énergie. La courbe verte, ici, vous donne la variation annuelle de la consommation d'énergie dans le monde. La courbe bleue vous donne la variation de la production totale des hommes, qu'on appelle le fameux PIB, hein, le PIB mondial. Et vous voyez que les deux courbes se répondent parfaitement, hein, parfaitement, ce qui est la conséquence logique du fait que ce soit l'énergie qui pilote l'économie avant toute chose. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemble l'économie dans 2 ans, oubliez les prévisions des conjoncturistes qui utilisent un seul modèle qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps ». Regardez plutôt la production énergétique, et cette production énergétique est le meilleur indicateur avancé de la conjoncture que vous puissiez trouver. Meilleur. Donc ce que je vous raconte depuis une demi-heure, je vais le résumer sous cette forme. On a des combustibles fossiles, ces combustibles fossiles sont gratuits, ils nous ont donné, à travers la combustion, les moteurs et la chimie qui permettent de transformer d'autres ressources, et ces ressources transformées nous ont donné tous les objets qui nous entourent, et donc toute la structure socio-économique que nous avons bâtie depuis. Donc je le répète, les études, 35 heures, les vacances, permettant à l'île de vivre, sauf erreur de ma part, les transferts sociaux, dégagés par la productivité du travail, permettant aussi à l'île de vivre, sauf erreur de ma part, la structure des métiers, et le fait que les gens vivent dans des bureaux, etc. Tout ça, c'est le produit de l'abondance énergétique. Regardez autour de vous dans le monde, indépendamment de la couleur attribuée ou autoproclamée des dirigeants politiques dans les démocraties, c'est l'énergie qui a piloté la manière dont les gens vivent. Le fait que les gens aient été soi-disant de gauche, de droite, au milieu, au-dessus, en dessous, vert ou rose à paillettes, ne change que marginalement ce que je viens de vous exposer. Marginalement. Tous les pays ayant eu un accès significatif à l'énergie ont organisé la vie de leurs citoyens à peu près de la même manière, avec à peu près la même structure des emplois, à peu près la même structure de l'occupation du territoire, à peu près les mêmes niveaux de vie, à peu près les mêmes pouvoirs d'achat. Je dis bien à peu près, ça varie d'un facteur 2, mais pas d'un facteur 100. Donc, tout ça, c'est à peu près pareil en fonction de la quantité d'énergie auquel les gens ont eu accès. Encore une fois, le monde politique est un déterminant du deuxième ordre, à court terme, par rapport à ce que je viens de vous exposer. Alors, 2 questions évidentes. Pouvons-nous avoir un petit craquement dans le système parce que les combustibles fossiles s'arrêtent de croître en production annuelle? Pouvons-nous avoir un gros craquement dans le système parce que le sous-produit de l'utilisation de ces combustibles fossiles
désorganise le climat. Deux questions qui sont le pendant l'une de l'autre, et c'est la raison pour laquelle, là pour une fois l'administration a bien fait son boulot, maintenant vous voyez apparaître des schémas régionaux climat-énergie, des plans climat-énergie. Tout ça, heureusement, pour une fois, n'est pas le fruit du hasard. Climat et énergie sont bien l'aval et l'amont d'un même problème, qui est la transformation des ressources, qui nous permet d'avoir le système qui est le nôtre aujourd'hui. Et au milieu, on va trouver notre fameux PIB. Alors, on va commencer par traiter rapidement la question amont. La question amont se traite en rappelant que les combustibles fossiles sont des fossiles, donc il faut quelques centaines de millions d'années pour les former. Je sais qu'en Corse, on a une notion du temps qui n'est pas la même qu'ailleurs, mais quand même, quelques centaines de millions d'années, c'est un peu long pour considérer que c'est renouvelable. Donc, j'espère qu'on va se mettre d'accord sur le fait que ces combustibles fossiles, on en a une quantité qui est fixée une fois pour toutes au début de la partie qui s'appelle civilisation industrielle. D'accord ? Je ne la connais pas avec précision, cette quantité, mais ce n'est pas nécessaire pour ce qui va suivre. Juste, je sais qu'elle existe, d'accord ? Il y a une quantité dans le sol qui est ce qu'elle est. À partir du moment où vous tapez dans un stock qui est donné une fois pour toutes, et ça vaut aussi si vous avez chez vous un stock de patrimoniaux qui est donné une fois pour toutes, eh bien, ni vous ne pouvez en consommer une quantité indéfiniment croissante chaque jour, ça on est d'accord, vous n'y avez pas droit, ni même vous ne pouvez en consommer une quantité indéfiniment constante chaque jour, ça vous n'y avez pas droit, hein. Si vous avez une quantité limitée de bouteilles chez vous, d'excellent vin, eh bien vous ne pouvez pas boire indéfiniment, vous ne pouvez pas boire la même quantité indéfiniment, chaque jour, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. La seule chose à laquelle vous avez droit, en fait c'est un théorème de maths, donc il y a peut-être quelques personnes dans la salle qui ont martyrisé quelques élèves avec ça, c'est en pareil cas, la forme générale de votre extraction ne peut faire que ce que je viens de montrer là, partir de rien du tout, et pour le pétrole c'est facile de démontrer qu'il fut un temps où l'humanité consommait zéro pétrole, il suffit de se placer avant l'existence de l'humanité par exemple, ça marche très bien. Viendra un temps où l'humanité consommera zéro pétrole, par exemple dans 5 milliards d'années, quand le Soleil nous aura engloutis, et entre les deux, il va y avoir un maximum. Et le cumul de cette extraction, c'est-à-dire la quantité totale qu'on fera sortir de terre, c'est au plus le stock extractif de départ. Donc, pour le pétrole, nous aurons au niveau mondial un pic, mais ça vaut aussi pour toutes les ressources dont le stock de départ est donné une fois pour toutes. Donc ça vaudra pour le minerai de cuivre, pour le minerai de tungstène, pour le minerai de cobalt, pour le minerai de fer, pardon mesdames, pour les diamants et l'or et l'argent. Ça vaudra pour le chrome, ça vaudra pour toute ressource minérale qui est donnée en quantité une fois pour toutes sous terre. Toutes. Il y aura des pics partout. Les trois questions sont toujours les mêmes. Quand ? À quel niveau ? Et est-ce que c'est grave, docteur ? Hein ? Donc peut-être que passer le pic de silex, c'est pas très grave. Peut-être qu'on s'en est assez bien remis. Peut-être qu'en ce qui concerne le pétrole, c'est un peu plus grave. Peut-être qu'en ce qui concerne l'aluminium ou le cuivre, ça sera très emmerdant. Peut-être pas, parce qu'on aura encore plein d'éléments par lesquels substituer. Mais encore une fois, c'est des questions de gestion, cette affaire-là. Donc l'idée que le pic n'existe pas, malheureusement, ça viole un théorème de maths, c'est quand même un peu emmerdant. Par contre, à chaque fois, on a un débat sur les ordres de grandeur, encore une fois, quand, comment, est-ce qu'il faut l'anticiper, est-ce qu'il faut le subir, est-ce qu'il faut s'en désintéresser, voilà, ça c'est des questions importantes. Alors vous savez que prédire l'avenir, c'est plus simple quand c'est déjà le passé, et donc il y a un pic très facile à prédire, c'est le pic des découvertes de pétrole et de gaz, parce qu'il est passé à peu près au moment de ma naissance. Je pense qu'il y a un rapport de cause à conséquence évident entre les deux. Et donc vous voyez que les découvertes de pétrole et de gaz récupérables sont passées par un maximum au début des années 60, 60-70. Ici, vous avez les découvertes faites par période de 5 ans, je ne vais pas m'appesantir dessus, et là, vous avez le nom des champs géants qui ont été découverts pendant toute cette période, juste, voyez que c'était à peu près il y a 50 ans. Ce qui veut dire que, en ce qui concerne la production mondiale de pétrole, eh bien, la date du pic, on en a une idée approximative à quelques années près, et c'est maintenant, slogan de campagne bien connu. Vous voyez ici le trait noir vertical qui vous indique où nous sommes, et la courbe en cloche, là, vous donne la production mondiale d'hydrocarbures liquides. Alors, c'est un truc un peu compliqué dans lequel on agrège le pétrole brut, les liquides de gaz, peu importe, j'y reviendrai s'il y a des questions. Retenez juste cette idée que le maximum de la production pétrolière, on y est ou on y est quasi. Hein, et si ce n'est pas maintenant, c'est dans 5 ans, et si ce n'est pas dans 5 ans, c'est passé il y a 2 ans. En fait, pour le pétrole brut, c'est probablement passé il y a 5 ans. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il y a 30 ans de réserve. C'est pas ça. Bon. Les réserves, c'est pas le pic. Alors, j'y reviendrai s'il y a une question tout à l'heure. Les réserves, en gros, c'est la quantité que vous pourrez faire sortir. Ça ne vous dit pas si ça va sortir en quantité à débit croissant ou à débit décroissant.
Vous pouvez très bien avoir une réserve qui sorte à débit décroissant, ça ne viole pas le fait que vous ayez une réserve. Mieux, elle peut augmenter alors que le débit continue à décroître. Ça veut juste dire que vous allez tirer beaucoup plus loin dans le temps. Et la question sur les réserves est une question sur, encore une fois, la quantité totale que vous finirez par faire sortir. Ça ne vous dit absolument rien sur la vitesse à laquelle ça va sortir. C'est clair que la question qui vient en tête de tout le monde quand on parle de ce genre de sujet, c'est quel prix? Et alors en fait, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que malheureusement, je pense que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est combien et c'est pas à quel prix. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si vous essayez de faire une projection vers l'avenir sur le prix, il y a toutes les chances que vous racontiez des conneries. Vous avez ici une courbe rouge qui vous donne ce qu'a été le prix du pétrole entre 1985 et 2011, si ma mémoire est bonne. Là, le prix réel. Et toutes les barres horizontales vous représentent les projections de prix qui ont été faites par l'Agence internationale de l'énergie entre 2000 et 2008. Qui fait mieux? Bon. Donc, le problème de la prévision du prix, c'est qu'un prix, ça ne se prévoit pas. Ça se constate. Hein. Ça peut éventuellement tenter de se prévoir dans un monde tellement stable qu'en fait, la prévision ne sert plus à rien. Si vous êtes dans un monde très stable, faire des prévisions, ça ne sert à rien, parce que le monde va rester comme il est. Et si le monde doit devenir un peu chahuté, vous êtes infoutu de prévoir un prix. Ce qui est toute la difficulté pour l'économie insulaire, ça veut dire que ce qu'ont vont vraiment coûter vos importations de pétrole dans les 20 ans à venir, vous ne le savez pas. Et dimensionner des investissements dans ce genre de contexte, c'est compliqué. Il faut accepter de payer une prime d'assurance qui est peut-être que je vais payer des trucs un peu plus chers que ce que j'aurais pu les payer si. Voilà. Mais ça va vraiment être le contexte économique dans lequel vous allez être plongé à partir de maintenant. Ce qui compte, c'est la quantité. Alors, je vais revenir à mes fameux PIB. Vous avez ici, en rouge, depuis 1965, c'est une moyenne glissante sur 3 ans, la variation de la quantité totale de pétrole qui a été produite sur Terre. Donc, dans ces années-là, dans la fin des années 60, chaque année, on sortait 8% de pétrole de terre en plus que l'année précédente. Et il s'agit bien de volume, c'est le nombre de barils dans l'année, hein, ce n'est pas le prix. Et vous voyez, cette quantité, elle croît mais moins vite, elle croît plus vite, elle croît moins vite, elle décroît là carrément, elle recroît, etc. Et en bleu, ce que vous avez, c'est le PIB par personne en moyenne mondiale. Alors vous voyez qu'avant les chocs pétroliers, le PIB par personne et le pétrole disponible sur Terre varient de la même manière, mais le PIB varie beaucoup moins que le PIB, et même là à un moment, vous avez un épisode où le PIB il varie, pas comme le pétrole. Et ce que vous voyez, c'est que depuis les chocs pétroliers, la variation, elle est beaucoup mieux asservie. Donc, contrairement à une idée couramment répandue, l'économie mondiale n'est pas moins dépendante du pétrole aujourd'hui qu'elle l'était avant les chocs, elle l'est plus. Et la raison physique de cette affaire, c'est que la mondialisation fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une entité économique dont les activités puissent s'exercer sans transport. Pas une, à commencer par l'économie de Corse. D'accord ? Pas une activité économique n'est capable aujourd'hui d'opérer sans transport. Du coup, ça rend l'économie mondiale, et 98% de ce qui roule, de ce qui vole ou de ce qui navigue utilise du pétrole. Autrement dit 100%. Hein. Donc, quand vous avez une variation sur le pétrole disponible, vous avez une variation sur la quantité de transport disponible, et du coup, vous avez une variation correspondante sur le PIB par personne. Et ce que vous voyez sur les 2 derniers épisodes, c'est que contrairement à une objection qui pourrait être avancée, qui est « oui, mais on consomme moins de pétrole ou moins vite parce que le PIB va moins bien », c'est l'inverse qui se passe. D'abord, vous avez la variation sur le pétrole, et ensuite, vous avez la variation sur le PIB. D'abord, la variation sur le pétrole, ensuite sur le PIB, et ça marche aussi dans l'autre sens du reste. Donc, vous n'avez pas une variation de la consommation de pétrole parce que variation du PIB, vous avez d'abord la variation sur le pétrole, et ensuite, variation sur le PIB. Et si je vous avais montré ici les graphiques du pétrole et du PIB pour l'Espagne, pour la Grèce, pour l'Italie, pour le Portugal, vous verriez que dans ces 4 pays, la variation sur le pétrole a précédé de 1 à 2 ans la variation sur le PIB. Dit autrement, ces 4 pays, après 2005, 2006, 2007, ont vu leur consommation en pétrole chuter de manière très forte, parce que ces 4 pays qui sont très pétrodépendants, la Grèce, 60% de pétrole dans son mix énergétique, l'Espagne et le Portugal, 50%. Eh bien, dans ces pays, d'abord le pétrole chute, et ensuite le PIB se casse la gueule. Et ce qui va vous rappeler quelques petits souvenirs, c'est aussi des économies qui sont très fortement basées sur le tourisme, le transport et la construction. Sauf qu'eux, ils n'ont pas les transferts sociaux européens. Pas de chance. Parlons du pétrole européen, et ça va me permettre de revenir à la question du prix. Vous avez ici la quantité totale de pétrole consommée par l'Europe. Alors c'est une Europe que j'ai un peu tordue géopolitiquement, parce que j'ai rajouté la Norvège.
Pourquoi je vais rajouter la Norvège? Parce que c'est le premier pays producteur de pétrole en Europe, avec 5 millions d'habitants. Donc si j'enlève la Norvège, je fais quand même une grosse discontinuité dans ce qu'est vraiment l'Europe politique. Ce que vous avez en rose, c'est la production de la mer du Nord. Alors je reviens à la question du prix. Vous voyez que la production de la mer du Nord se contracte très fortement depuis 2000, alors que le prix du pétrole a très fortement monté depuis 2000. Donc l'idée que la production va répondre au prix, et que si le prix monte, alors là, on va plus efficacement... C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et en particulier, pour aller chercher les nouveaux pétroles complexes qu'on va chercher aujourd'hui, il faut mettre beaucoup plus de capital sur la table que pour les pétroles qu'on allait chercher avant, ce qui crée donc des forces de frottement beaucoup plus importantes pour aller chercher un baril. Il faut mettre beaucoup plus d'argent sur la table au départ, donc ça sortira moins vite. Donc vous pouvez avoir des réserves immenses, avec pourtant des débits qui vont en diminuant. Ce n'est pas contradictoire. C'est paradoxal, mais pas contradictoire. Et ce que vous avez en vert, c'est la fraction importée, dont vous voyez qu'aujourd'hui, elle fait à peu près 70%. Et vous voyez que cette fraction importée, qui croissait là, s'arrête de croître en 2005. Alors qu'est-ce qui se passe en 2005? En 2005, arrêt de la croissance de la production mondiale de pétrole. La production mondiale de pétrole ne croît plus, quasiment plus, depuis 2005. En brut, elle ne croît plus du tout. Et si je rajoute les liquides de gaz et autres bricoles, etc., ça croît très doucement. Et comme les pays producteurs de pétrole, ils ont des citoyens qui réclament des automobiles, il y a une fraction croissante de la production des pays producteurs qui est captée par la consommation domestique, et donc ça laisse de moins en moins de pétrole disponible pour l'exportation. Donc les quantités disponibles à l'importation pour les pays comme nous vont décroître plus vite que la production mondiale. Donc vous savez comme moi que 0 plus 0 fait la tête à Toto. Des importations qui vont partir à la baisse, plus une production domestique qui baisse, ça a très peu de chances de nous donner une disponibilité en pétrole qui augmente. Donc il va continuer à y avoir de moins en moins de pétrole en Europe. Que ça plaise ou pas à l'automobiliste français que vous êtes et que je suis. Voilà, ça va continuer à baisser. Et il va falloir faire avec. Alors il n'y a pas que du pétrole, il y a du gaz. On va retrouver la même courbe de cloche sur le gaz. Ici vous avez un pronostic fait par Total qui pense que la production mondiale passera par un maximum en 2025, plus ou moins quelques années, nonobstant le développement des gaz non conventionnels sur lesquels je pourrais revenir, mais enfin sur l'île il y a peu de chances qu'il y en ait. Et ici, vous avez l'approvisionnement européen en gaz. Alors, à l'inverse du pétrole où on importe la quasi-totalité, en gaz, on produit plus de la moitié. Il y a une raison historique à ça, j'y reviendrai s'il y a des questions. Ce que vous voyez quand même, c'est que la mer du Nord a passé son pic en ce qui concerne le gaz en 2005, ça baisse depuis, et à cause de cela, la quantité totale de gaz disponible en Europe est sur une pente légèrement déclinante. Légèrement déclinante. Ça veut dire quoi, cette histoire? Ça veut dire que toute personne qui envisage de remplacer une énergie qui ne lui plaît pas, que ce soit du pétrole, du nucléaire, on s'en fout, par du gaz, c'est un débat intéressant. D'accord? Il faut savoir si le gaz sera là. C'est pas sûr. C'est pas complètement sûr. Il faut savoir que les exportations russes de gaz sont stables en volume sur les 25 dernières années. Elles n'ont pas augmenté sur les 25 dernières années. Et les nouveaux gisements qui seront mis en exploitation en Russie ont toutes les chances d'être captés par les Chinois parce qu'ils ont plus de pognon que nous et ils sont beaucoup plus solvables que nous. Et les gisements en question sont en Sibérie centrale, donc à peu près à égale distance de la Chine et de l'Europe. Donc l'avenir européen sur le gaz n'est pas beaucoup plus évident que sur le pétrole. Ça, c'est une exploitation de gaz non conventionnelle. Je vous laisse imaginer si on va faire ça en France et encore plus si on va faire ça en Corse. J'ai personnellement quelques doutes. Enfin, reste du charbon. Voilà comment a évolué la consommation de charbon dans le monde depuis 45 ans. Alors vous voyez que le charbon est resté utilisé à peu près au même niveau dans les pays dits de l'OCDE, c'est-à-dire Europe, Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, si ma mémoire est bonne, Australie. Dans les autres pays du monde, hors Chine, c'est pareil, ça augmente, mais pas très vite. L'essentiel de l'augmentation de la consommation de charbon dans le monde, c'est la Chine. Alors il se trouve que du charbon chinois, vous en achetez tous, dès que vous achetez un machin qui est made in China. Dès que vous achetez un objet made in China, vous achetez un objet made in charbon. D'accord? Donc tous, vous consommez du charbon à travers vos achats de produits ou de composants. Parce que dans l'iPhone 5 indispensable dont je parlais tout à l'heure, vous avez des composants qui sont fabriqués en Chine ou en Asie du Sud-Est avec de l'électricité au charbon. Donc dès que vous achetez quelque chose qui est made in China, j'insiste, vous achetez made in charbon. Hein? Maintenant, je vais parler un tout petit peu de l'aval, c'est-à-dire du changement climatique, dont l'un des intérêts est qu'il permet de favoriser le tourisme estival avec une consommation de tissus de plus en plus faible. Donc la sobriété, la voici pour de vrai,
Et ça vaut de plus en plus cher. Vous savez que moins il y a de tissu, plus ça vaut cher. Donc ça, c'est un excellent exemple de dématérialisation. Alors évidemment, quand on montre ça, un certain nombre de gens se disent que le changement climatique pourrait être une excellente affaire. Je vais juste vous donner un ordre de grandeur pour vous montrer que malheureusement, c'est pas sûr. Vous avez ici, donc je ne vais pas vous passer tous les effets de serre, etc. J'y reviendrai s'il y a des questions. Je vais vous montrer deux cartes. La première carte, vous la reconnaissez, vous reconnaissez surtout la Corse, qui est là. C'est la carte de l'Europe aujourd'hui. Et cette carte de l'Europe aujourd'hui vous montre ce qu'on appelle la végétation climaxique, c'est-à-dire la végétation qui s'installe toute seule si les hommes ne sont pas là pour la perturber. Qu'est-ce qui s'installe tout seul en Europe? Eh bien, de la forêt tempérée, donc des feuillus et des résineux de forêt tempérée ici, là des pins larichaux, vous le savez, là de la forêt méditerranéenne, c'est-à-dire un mélange de broussailles et de pins, et ici de la forêt boréale, c'est-à-dire aussi essentiellement des résineux. Vous voyez que les endroits où la forêt ne pousse pas spontanément, dans le climat que nous connaissons aujourd'hui, sont rares. Hein. Donc globalement, on a affaire à un climat qui est plutôt sympathique pour la végétation. Maintenant, je vais vous montrer une autre carte. C'est le même endroit, on n'a pas changé de lieu, juste c'est il y a 20 000 ans. Qu'est-ce qui se passe il y a 20 000 ans? Nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère glaciaire. D'accord? L'ère glaciaire, c'est quoi? C'est une Europe où vous n'avez quasiment plus de forêt. Vous voyez, il y a un petit rabibou machin de forêt qui est planqué là, un autre qui est planqué là, un peu comme les bouteilles de bière quand on a une femme sévère. Et tout le reste, c'est de la steppe. Donc ça ressemble au nord de la Sibérie actuelle. C'est des graminées, pas d'arbres. Les précipitations sont de l'ordre de la moitié des précipitations actuelles. Paysage un peu moins sympathique. Eh bien, la différence de température planétaire entre ces deux paysages, c'est 5 degrés. Donc, quand on parle de quelques degrés de variation sur la moyenne planétaire, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui va juste faire que les touristes vont devoir se mettre un petit peu à l'abri sous les paillotes au moment du soleil de midi, un peu plus qu'avant, et on construit... Non, pas du tout, du tout. On est en train de parler d'une perturbation qui cause un choc absolument massif aux écosystèmes installés, aux ressources et à la possibilité qu'ont les hommes de vivre dans un environnement donné. Et évidemment, quand ce genre de truc vous arrive, vous ne pouvez pas prendre votre baluchon sur le dos, comme il y a 20 000 ans, et aller vous installer ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a déjà quelqu'un, il ne va pas être content de vous voir arriver. Donc, l'idée que quelques degrés, c'est une évolution anodine de notre environnement, malheureusement, je pense que rien que cette cartographie vous montre que ça a toutes les chances de ne pas être le cas. Une courbe qui vous dit la même chose. Ici, vous avez la variation de la température planétaire par rapport à aujourd'hui. Donc là, vous voyez les 20 000 dernières années. Ça, c'est des reconstructions à partir d'analyses physiques. Ça, c'est ce qui s'est déjà passé au XXe siècle. Donc je peux vous dire une chose, c'est que ce qui s'est déjà passé au XXe siècle, on n'a pas fini d'en voir les conséquences. Les conséquences vont être rémanentes et étalées dans le temps. Même si aujourd'hui la température planétaire s'arrêtait de croître demain matin, ça claque, Superman pour de vrai, eh bien, il y a des conséquences qui vont continuer à croître dans le temps à partir de maintenant, ne serait-ce que la montée du niveau de l'eau. Donc, les conséquences du changement climatique ne s'arrêtent pas au moment où on décide d'être sage. Ça ne s'arrête pas à ce moment-là. Au moment où on décide d'être sage, et ça va être le grand défi pour le monde politique, ça continue à empirer. C'est emmerdant quand même, En général, quand vous décidez d'être sage, si vous avez un trou dans votre caisse, le moment où vous commencez à bien gérer votre budget, vous n'avez pas envie que le trou s'accroisse. Là, c'est exactement ce qui va nous arriver. Au moment où on va commencer à être sage, on ne peut pas faire autrement, les problèmes vont continuer à empirer. Et ça, c'est ce qui pourrait nous arriver si on va gentiment vers la consommation des réserves prouvées de pétrole, de gaz et de charbon. Voilà, à ce moment, il nous arrivera ça. Donc le grand paradoxe de la situation que je viens de vous évoquer, c'est qu'on n'a déjà pas assez de combustibles fossiles pour assurer la croissance économique perpétuelle à partir de maintenant, mais on en a trop pour garantir un climat stable si on utilise tout ce qu'on a, même en rythme décroissant. Ça commence à être sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence dans ce genre de truc? Ne demandez pas aux scientifiques de vous faire un inventaire aussi précis que la carte du restaurant que vous avez à côté. C'est tout simplement impossible. Quand vous faites une expérience grandeur nature de cette ampleur et avec autant de paramètres qui dimensionnent le système, pensez que vous pouvez être capable de dire à l'avance quelles sont les conséquences de l'expérience, c'est de la présomption. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez donner des grandes tendances, je vais vous les donner maintenant. C'est pas possible scientifiquement d'aller au-delà. Ça n'aurait pas de sens d'aller au-delà. Il va y avoir, je vous l'ai montré tout à l'heure, des disparitions, affaiblissements d'écosystèmes. Alors ça peut arriver de multiples manières, on peut faire trop sec. Vous pouvez avoir des ravageurs qui arrivent,
Donc avant, vous n'aviez pas le charançon, le coléoptère, le machin, le truc, le capricorne, la chenille processionnaire de machin, etc. Puis après, ça arrive et quick, ça vous bouffe une espèce. Hein. Vous pouvez, et ça va vous arriver aussi sur les écosystèmes dirigés que constitue l'agriculture. Il faut savoir que déjà, dès à présent, rien que le changement climatique qu'on a déjà enregistré a déjà exercé une pression à la baisse sur le rendement des cultures céréalières dans le monde. En moyenne, évidemment. Alors je ne vous parle pas de la France une année donnée, mais en moyenne mondiale, c'est déjà le cas. Hein. Et on y reviendra peut-être s'il y a des questions. Il y a un lien direct avec ce qui s'est passé sur la rive sud de la Méditerranée il y a 2 ans. Vous allez avoir la modification de la température du bouillon de culture va avoir des effets sur toutes les petites bêtes que vous avez dans le bouillon de culture, et donc vous allez avoir une augmentation d'une biodiversité qui nous intéresse moyen, qui s'appelle les maladies. Hein, vous avez des tas d'agents pathogènes sur Terre, et la biodiversité des agents pathogènes, elle existe aussi. Hein, la nature a été aussi inventive pour les petites bêtes qui rendent malades, et les petites bêtes qui rendent malades, en général, s'adaptent plus vite que les grosses bêtes qu'elles attaquent. Vous allez avoir un effet sur le niveau de l'eau, alors il va être double. D'une part, l'eau qui chauffe se dilate, donc la communication du surplus de température à l'océan fait monter le niveau de l'eau. Et par ailleurs, vous allez avoir une fonte partielle ou totale de la calotte groenlandaise, ainsi que d'une petite partie de l'Antarctique, et ça va également vous faire monter le niveau de l'eau. Alors pour la Méditerranée, on est dans un contexte très particulier, parce que comme vous le savez, la Méditerranée a plus d'évaporation que d'apport d'eau de l'Atlantique, donc je ne suis pas capable de vous dire si en Méditerranée l'eau va monter ou descendre dans le siècle qui vient, j'en suis totalement infoutu. Probablement qu'il y a des gens qui ont fait des calculs et qui savent, et qui vont vous dire ça dépend du reste. Par contre, en ce qui concerne l'océan, dans son ensemble, ça va monter. Alors le fait que ça monte, c'est pas très gênant si ça monte comme la marée en Bretagne, pour ceux d'entre vous qui transgressent et qui vont voir ces contrées lointaines. C'est pas très gênant si ça fait comme la marée en Bretagne, vous la voyez arriver, vous déplacez votre serviette, vous avez les pieds à peine mouillés, etc. Sauf que nous, on a construit des tas d'infrastructures en Bordeaux et on ne peut pas les déplacer comme la serviette. On a construit des trucs qui s'appellent des ports, en général, il vaut mieux les mettre en Bordeaux. On a construit des centrales électriques, parce qu'on a besoin de sources froides, on a construit des voies de chemin de fer, on a construit des routes, on a construit des paysages agricoles, parce que souvent, les plaines fertiles, c'est les embouchures et c'est pas très loin du niveau de l'eau, etc. Tous ces trucs-là, donc on a construit des villes, tous ces trucs-là sont éventuellement vulnérables dans un monde dans lequel le niveau de l'eau augmente, et ça sera vulnérable à la manière de Xynthia ou de l'ouragan à la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire que les problèmes, ils surviennent à l'occasion d'une vague de crue, d'une tempête, d'une dépression, qui, si le niveau de l'eau n'était pas monté, vous aurez fait ni chaud ni froid, mais sauf que comme le niveau de l'eau est monté, crac, ça passe par-dessus les défenses, et à ce moment, vous avez des emmerdements. Hein ? Il va y avoir une augmentation des vagues de sécheresse et des vagues de chaleur. Il va y avoir une modification de la circulation océanique à grande échelle. Il va y avoir une modification difficile à préciser des restitutions importantes d'énergie de la surface vers la haute atmosphère, et donc tous les processus violents, qu'il s'agisse des tornades, des ouragans, des cyclones, etc., vont probablement voir ou leur fréquence, ou leur étendue, ou leur durée, ou leur aire de répartition changer. Voilà, donc une fois que je vous ai dit ça, ça fait beaucoup de possibilités, mais tous ces trucs-là, c'est globalement des processus par lesquels le sol restitue rapidement de l'énergie à la haute atmosphère. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un sujet sur 2 calottes glaciaires, qui sont l'Antarctique de l'Ouest et le Groenland. Une partie du CO2 qu'on met dans l'air va dans l'eau océanique, et pour ceux d'entre vous qui ont lu Jules Verne, vous vous rappelez peut-être qu'aux temps anciens, le CO2 s'appelait l'acide carbonique. Il ne s'appelle pas l'acide carbonique pour rien. Quand vous le mettez dans l'eau, il acidifie l'eau. L'eau océanique est légèrement alcaline, est légèrement basique, depuis au moins 25 millions d'années. Depuis au moins 25 millions d'années, son pH est à peu près à 8. 1/10 de point de pH de variation en l'espace de quelques dizaines de millions d'années. D'accord ? Et là, avec ce qu'on est en train de rajouter comme CO2 à grande vitesse dans l'océan, on pourrait faire varier le pH océanique d'un demi-point, voire plus. Personne ne sait vous dire quelles conséquences ça peut avoir sur la vie marine. Personne. Hein. C'est une expérience à grande échelle, inédite. À un moment, vous allez déstabiliser les écosystèmes continentaux, qui vont se mettre à relarguer du carbone, et puis vous pouvez déstabiliser des stocks, etc. Retenez surtout la dernière phrase. Comme on est en train de faire une expérience à grande échelle pour la première fois, tous ceux d'entre vous qui ont fait des expériences à grande échelle pour la première fois savent que c'est très très rare qu'on sache prédire à l'avance très exactement ce qui va se passer. Hein ? Quand vous faites construire une maison, c'est rare que vous sachiez très exactement à l'avance à quel moment vous aurez un problème, avec quel artisan, vous êtes sûr que j'en aurai un, vous ne savez pas exactement quand, ni comment, ni sur quoi ça va porter.
Hein. Quand vous changez de métier, c'est très rare, c'est une expérience à petite échelle pourtant changer de métier, hein. Eh bien, c'est très rare que vous soyez capable de prédire très exactement ce qui va vous arriver. Alors, je vous laisse imaginer la faculté qu'on a à prédire très exactement ce qui va nous arriver dans ce genre d'expérience à grande échelle. La réponse est on ne peut pas. Et là où le dictionnaire est bien fait, c'est qu'un truc que vous ne savez pas voir venir à l'avance s'appelle une surprise. Surprise. D'accord ? Cette évolution va engendrer des surprises. Une petite partie agréable, une partie croissante avec le temps, désagréable et de plus en plus désagréable. Hein ? Et je vous rappelle encore une fois qu'une surprise, c'est un truc pour lequel on n'est pas préparé par définition. Par définition. Voilà. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. On va finir avec la Corse. Vous avez ici la valeur ajoutée produite en Corse. Alors vous savez, la valeur ajoutée, c'est ce qui, en s'empilant, fait le fameux PIB. Donc en fait, ici, vous avez la structure du PIB corse. Un tiers de l'argent qui fait vivre la Corse, c'est mes impôts. C'est les transferts depuis la métropole, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires et autres trucs de ce genre-là. Moi, j'ai rien contre, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise idée. Je suis juste en train de vous dire, voilà ce que c'est. Avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, que pensez-vous que le PIB de la métropole va devenir ? Peut-être un peu faiblichon. Si le PIB de la métropole devient un peu faiblichon, et qu'en plus on a une réponse politique en métropole qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de contexte ? Chacun tire la couverture à soi. Ça s'appelle quoi, tirer la couverture à soi, quand il y a une partie de l'argent qu'on paye qui sert à nourrir les autres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça ne s'appelle pas une garantie que l'argent va toujours être là. Le monde va devenir bizarre, parce qu'il est en train de changer. On est en train de vivre non pas une crise, mais une mutation. Donc il va se passer des choses qui ne se passaient pas avant. Une autre partie est liée au tourisme, et en particulier à la rente immobilière liée à l'augmentation de la valeur des biens bâtis. Question, combien de temps est-ce que ce genre de truc dure ? Et je pourrais poser la même question si j'intervenais à l'île de Ré, à l'île de Noirmoutier, ou, hein, c'est la même question partout. Hein. Question, combien de temps est-ce que cette rente se maintient dans une économie qui va devenir structurellement récessive ? Réponse, j'en sais rien. Peut-être que vous pouvez être du bon côté de la barrière, avoir les villas de quelques milliardaires russes, et à ce moment, tout va très bien, merci. Ou peut-être que vous pouvez avoir des propriétés qui sont essentiellement détenues par des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures, et à ce moment, vous êtes dans la grande bassine qui descend. D'accord ? Mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Ensuite, en ce qui concerne le commerce, sauf erreur de ma part, l'hôtellerie est dans le commerce, sauf erreur de ma part, les restaurants sont dans le commerce, donc vous avez une partie du commerce qui est aussi un fruit indirect de l'argent amené de l'extérieur par l'activité touristique. Et enfin, en ce qui concerne la construction, c'est pareil, une partie de l'argent qui permet à la construction d'exister, c'est de l'argent qui vient notamment des rentes foncières évoquées précédemment. Voilà, donc je vais finir par ça. J'ai fait beaucoup d'affirmations. Maintenant, je vais terminer avec beaucoup de questions. Ce qui vous a été dit tout à l'heure sur le PADUC, moi je suis très content, pas parce que je suis content de venir en Corse, ça c'est toujours vrai, mais je suis très content que cet exercice il vous ait été exposé, parce que si j'ai pas trop mal réussi mon coup, encore une fois, à la fin de cet exposé, vous aurez compris que l'énergie est un sujet transversal par nature, que de penser qu'on peut le confier à 3 ingénieurs géniaux dans un coin pendant qu'on s'occupe des affaires sérieuses par ailleurs, qui s'appellent l'éducation, les affaires sociales, la croissance économique, etc., c'est une chimère. Ça ne marche pas, et il est d'accord. Ça ne marche pas, c'est impossible. C'est impossible, d'accord ? Donc si on n'a pas de cette affaire une vue intégrée, ce que dans le jargon on appelle systémique, hein, on regarde le truc en tant que système, on se plantera. On se plantera. Tous les plans faits sur la comète dans un secteur A se planteront. Quand Sarkozy a promis le pouvoir d'achat pour tous, il s'est planté parce qu'il s'est planté sur le fait que la France avait arrêté d'avoir de plus en plus d'énergie. Quand Hollande a dit « Élisez-moi et dans un an il y a 1,7% de croissance », il s'est planté pour la même raison. Pour la même raison, d'accord ? Donc les deux se sont plantés parce que les deux ont chaussé la mauvaise paire de lunettes et ils ont pensé que l'énergie c'était un machin qu'on pouvait confier à 3 excités, qui soient pro ou anti quelque chose, on s'en fout, qu'on pouvait confier ça à 3 excités dans un coin et que pour le reste on s'occupait d'affaires sérieuses. C'est faux, ça ne marche pas. D'accord ? L'énergie est à la racine de toute chose, elle est aussi à la racine de votre destin. Voilà, et je vais finir avec un touriste bien nommé. Et maintenant, comme je n'ai pas de train à prendre, si vous avez des questions, ils sont bienvenus.